19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Le bilan des victimes palestiniennes de la barbarie sioniste revu à la hausse. Plus de 26 400 innocents sont tombés sous les balles assassines de l'occupant sioniste à Gaza. La présidence palestinienne critique la décision de certains pays de suspendre le financement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé ce dimanche un accueil solennel au président du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, en visite de 2 jours à Alger. Dans cette édition, nous parlerons également énergie. L'Algérie devient le leader africain des exportations de gaz naturel liquéfié et surclasse le Nigeria, longtemps considéré comme le géant du gaz sur le continent. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez au 114e jour de l'agression sioniste sur Gaza, le bilan des victimes a une fois de plus été revu à la hausse. Plus de 26 400 innocents sont donc tombés sous les balles assassines de l'occupant. 19 massacres ont été perpétrés ce dimanche, faisant 165 victimes, en majorité des femmes et des enfants. Et durant les dernières 24 heures, la région de Khan Younes a une fois de plus été prise pour cible. De nombreuses attaques aériennes, mais aussi terrestres, ont fait des dizaines de victimes et plusieurs blessés. Des sources locales rapportent que les avions de combat de l'occupation sioniste ont bombardé la maison de la famille Salmi dans le quartier d'Az-Zaitoun, situé à Gaza, tuant ainsi au moins 8 personnes et blessant des dizaines d'autres, ceci sans compter les personnes disparues sous les décombres. Et le nord de Gaza n'est pas épargné. Les frappes d'artillerie ont là aussi fait de nombreuses victimes et blessés, notamment dans la région de Jabalia. Les forces sionistes ne reculent devant rien et tirent sur tout ce qui bouge, même après avoir provoqué un déplacement massif des populations locales vers le sud de l'enclave palestinienne. Et confrontés à l'absence de passage sûr pour les enterrements dans la dignité, les Palestiniens de Khan Younes ont creusé une fosse commune dans les cours du complexe médical Nasser pour y enterrer au moins 150 martyrs palestiniens qui se trouvaient dans la morgue de l'hôpital et dont les dépouilles avaient commencé à se décomposer. Et alors que les combats font rage dans le sud de Gaza, de fortes pluies poussent les déplacés à aller encore plus au sud. Épuisés et affamés, ils n'ont d'autre choix que de continuer à marcher pour se mettre à l'abri et espérer rester sains et saufs. Nous sommes arrivés dans cette zone hier pour évacuer Khan Younes, mais l'armée est sioniste. Mais ils nous ont dit que le temps était écoulé, alors nous sommes rentrés. Nous avons réessayé aujourd'hui, après qu'ils ont annoncé par haut-parleur à l'école, qui nous sert de refuge, que la zone résidentielle doit être évacuée immédiatement. Nous avons fui avec seulement les vêtements que nous portons. Depuis notre fuite ce matin, nous avons été sous la pluie et le froid. La scène est une destruction complète des propriétés. Les monuments de Khan Younes ont complètement disparu sur ce point. La situation sanitaire au sein des hôpitaux est un véritable chaos. En plus du manque de lits et de médicaments, certains établissements comme l'hôpital Al-Amal se trouvent dans l'incapacité d'opérer les patients en raison du manque d'oxygène.
La présidence palestinienne a critiqué la décision de certains pays de suspendre le financement de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. La Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas ou encore la Finlande sont devenus ce samedi les derniers pays à suspendre le financement de l'Agence des Nations Unies pour les Palestiniens à Gaza, à la suite d'allégations selon lesquelles, je cite, certains de ses employés auraient été impliqués dans la riposte du Hamas contre l'entité sioniste le 7 octobre dernier. À noter que les États-Unis, l'Australie et le Canada avaient déjà suspendu le financement de l'agence humanitaire, une source essentielle de soutien pour la population de Gaza après les mêmes allégations. Écoutons à ce propos Nabil Abu Rudaina, porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas. Voilà donc concernant le génocide à Gaza. Dans l'actualité également, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé ce dimanche un accueil solennel au président du Conseil de souveraineté du Soudan, le général Abdel Fattah al-Burhan, au siège de la présidence de la République. Les deux parties ont eu des entretiens en tête-à-tête élargis par la suite à des délégations des deux pays. Abdelmadjid Tebboune a par ailleurs saisi l'occasion pour exprimer le soutien de l'Algérie au peuple soudanais qui fait face à une situation difficile en ces temps de conflit. تتطابق وجهات نظر الجزائر والسودان حيال عديد من القضايا والمسائل الإقليمية والدولية. كما تحيي الجزائر موقف السودان الشقيق الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي، وستعمل جاهدة على نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم، والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت
تشكل خطراً داهماً على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب. Abdel Fattah al-Burhan a de son côté salué et félicité l'Algérie pour son adhésion en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant sa certitude qu'Alger continuera à défendre le droit des peuples à travers le monde. L'Algérie, de par sa position actuelle et ses positions antérieures, ainsi que son adhésion avec brio au Conseil de sécurité, et pour laquelle nous la saluons et félicitions, nous prévoyons que cet État fort continuera à défendre le droit national et les droits des peuples à vivre dans la dignité. Nous sommes heureux que l'Algérie soit présente autour d'une table de discussion, qu'elle soit africaine ou arabe, car ils sont des défenseurs de la justice et nous voulons voir les solutions pacifiques fonctionner correctement, de façon à ce que nous puissions dépasser cette crise. Un peu plus tôt dans la journée, à son arrivée à l'aéroport international d'Alger pour une visite donc de 2 jours, nous le disions, Abdel Fattah al-Burhan a été reçu par le Premier ministre algérien Nadir al-Arbaoui en sa qualité de représentant du président de la République. Et puis on reste sur le territoire national avec cette autre activité diplomatique. La présidente de l'Assemblée nationale de la République de Madagascar, Christine Razanama Soa, effectue à partir de ce dimanche une visite de 4 jours en Algérie à l'invitation du président de l'Assemblée populaire algérienne, Brahim Bourali. Lors de cette visite, il sera donc question du raffermissement des relations entre les deux pays. La présidente de l'Assemblée malgache aura également, durant son séjour, des rencontres avec les présidents des 2 chambres du Parlement ainsi qu'un nombre de hauts responsables de l'État. Et dans une allocution devant les participants à la 2e édition des dialogues sur la prospérité africaine à Abouri, au Ghana, lu par le président de l'Assemblée populaire algérienne Brahim Bourali, le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé que la démarche adoptée par l'Algérie dans son interaction avec sa profondeur africaine est claire et constante, fondée sur une approche inclusive et multidimensionnelle. Abdelmadjid Tebboune a également rappelé la signature par l'Algérie en mars 2018 de l'accord relatif à la zone de libre-échange continentale africaine, soulignant qu'Alger s'engage à soutenir la coordination et la coopération avec les pays africains à tous les niveaux afin d'instaurer la sécurité et préserver la paix et la stabilité. L'Algérie a signé le 21 mars 2018 dans la capitale rwandaise Kigali l'accord commercial de libre-échange africain, attestant ainsi de son attachement à l'optimisation des échanges commerciaux entre les pays d'Afrique et au soutien de la coopération sud-sud en tant que pilier fondamental du développement économique et du progrès social de tous les peuples du monde et des peuples africains en particulier. Parlons énergie à présent. Nous le disions en titre, l'Algérie devient le leader africain des exportations de gaz naturel liquéfié et surclasse ainsi le Nigeria, longtemps considéré comme le géant du gaz en Afrique. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban. En 2023, l'Algérie est devenue premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié, surclassant même le Nigeria, géant du gaz sur la scène continentale. Cette évolution majeure dans le paysage énergétique régional témoigne d'une croissance significative et d'une compétitivité accrue du secteur gazier algérien. Selon les experts de l'OAPEC, les exportations algériennes de GNL ont connu une augmentation significative, estimée de 26,1%, atteignant un total de 12,9 millions de tonnes. Ce chiffre marque le niveau le plus élevé d'exportation de GNL pour l'Algérie depuis 2010. Cette dynamique reflète la compétence du groupe Sonatrach dans le domaine de la production et de l'exportation du GNL et place l'Algérie dans une bonne posture pour répondre à la demande croissante en énergie à l'échelle mondiale. La position prédominante de l'Algérie sur le marché africain du GNL est également renforcée par la baisse des exportations du Nigeria, qui s'est établie à environ 12,8 millions de tonnes au cours de la même période. Cette situation témoigne d'un réalignement significatif des forces en présence dans le paysage énergétique africain, avec l'Algérie qui consolide sa position d'acteur clé et fournisseur majeur de GNL en Afrique.
L'Algérie a toujours joué un rôle vital en tant que fournisseur fiable de gaz naturel sur le marché mondial. Et cette nouvelle réussite conforte davantage sa position stratégique dans le secteur énergétique mondial. En plus de contribuer à la sécurité énergétique régionale et mondiale, ces exportations records offrent des opportunités économiques précieuses pour l'Algérie, stimulant la croissance économique. Et dans un tout autre dossier, après une préparation qui a duré plus de 2 ans, la décision unilatérale des autorités de transition à Bamako de se désengager des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger a été annoncée. Ce nouveau cycle suscite de profondes inquiétudes dans une région déjà fragilisée par la conjonction du sous-développement, du fléau terroriste et de l'instabilité politique. Sofiane Barouti. Préparé depuis un moment par les autorités maliennes de transition, le désengagement unilatéral de Bamako des accords de paix et de réconciliation issus du processus d'Alger suscite une profonde préoccupation quant à l'issue d'une situation marquée par l'instabilité politique, la fragilité économique et la profusion des menaces sécuritaires dans la région sahélo-saharienne. La mise au banc du processus politique, la mise en avant d'un néo-souverainisme exacerbé et le choix de l'option militaire comme moyen de résolution de la crise malienne ouvrent le champ à des multiples périls menaçant la paix et la sécurité du Mali et de l'ensemble de la région. Les signes avant-coureurs de cette décision sont nombreux, à l'instar du retrait des autorités de transition de la mise en œuvre de l'accord, mais aussi de leur refus de toutes les initiatives ayant pour objectif la relance et la redynamisation du processus de paix et de réconciliation. À cet effet, plusieurs invitations ont été envoyées aux autorités de transition maliennes par la médiation internationale. Bamako n'y a pas répondu et on est même arrivé à contester l'intégrité de la médiation dont le seul objectif est pourtant d'accompagner la mise en œuvre du cadre de paix et de réconciliation en consécration de l'aspiration du peuple malien à la stabilité. Autre facteur prépondérant, la demande de retrait de la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour le Mali, garant de l'application des accords. Celle-ci a été fortement soutenue par la communauté internationale dans la poursuite de ses objectifs vitaux. Son retrait précipité a laissé un vide béant, doublé d'un contentieux sur le contrôle des enclaves onusiennes dans le nord du pays. Pour rappel, les autorités de la transition ont abandonné le chronogramme qui devait l'organiser. La date prévue pour les élections générales ayant été reportée sine die, alors que le dernier budget de l'État malien n'a rien prévu pour l'organisation prochaine d'un scrutin électoral. Des voix s'élèvent pour contester ce choix, marginalisant la société civile et les forces vives du pays, qui aspirent à une réforme institutionnelle et à l'amélioration des conditions de vie des citoyens du Mali. La conduite unilatérale des autorités de transition allant jusqu'à la criminalisation des groupes signataires des accords de paix et de réconciliation, l'abandon manifeste du dialogue politique et le choix de la voie du tout sécuritaire incarné par le recours à la force militaire, notamment dans le nord du pays, via la profusion d'armements financés par des tiers, ce qui est le reflet de la multiplication des ingérences étrangères dans la région, faisant courir le risque d'un embrasement de la situation. Des sources proches des groupes signataires affirment que cette option belliciste, qui a démontré son échec à maintes reprises dans la résolution des crises politiques, constitue une vraie menace pour l'intégrité territoriale du Mali, comme elle fait peser le spectre de la guerre civile, avec des répercussions régionales potentiellement catastrophiques. Pour rappel, la région sahélo-saharienne est déjà minée par la profusion du fléau du terrorisme fondamentaliste, conjugué aux affres du sous-développement économique, mais aussi de l'instabilité politique qui pèse de tout son poids sur l'avenir des peuples de la région. L'Union africaine a salué samedi la décision de mesures provisoires rendue par la Cour internationale de justice de La Haye à l'encontre de l'entité sioniste. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, commentant la décision de la CIJ dans le procès intenté par l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste. Moussa Faki Mahamat a ajouté que la décision confirme le respect du droit international et la nécessité pour l'occupant de se conformer impérativement à ses obligations en vertu de la Convention sur le génocide. Et le gouvernement de la République arabe sahraoui démocratique lui a aussi emboîté le pas et a salué samedi la décision de la Cour internationale de justice, qualifiant cette décision de victoire décisive pour le droit international et un important rappel que nul n'est au-dessus de la loi. Et un mot de culture, le Théâtre national algérien Mehieddine Bachtarzi a abrité samedi la générale de la pièce Le Dernier Pas, produite par le TNA et le Théâtre régional de Sidi Bel Abbès, en collaboration avec le Théâtre national sahraoui.
La représentation a vu la présence de plusieurs ministres et membres du gouvernement ainsi que du ministre de la Culture sahraoui, Moussa Salam Labid. Le dernier pas, spectacle d'une heure, retrace l'histoire de la lutte du peuple sahraoui pour son indépendance, une œuvre résolument engagée qui dénonce les pratiques du colonialisme marocain et décline artistiquement les aspirations du peuple sahraoui, du peuple du Sahara occidental, dernière colonie d'Afrique. Et puis direction la Côte d'Ivoire pour parler football. Et vous l'aurez compris, on s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 avec la poursuite des huitièmes de finale. La Guinée équatoriale affronte en ce moment même la Guinée dans son premier match à élimination directe, une confrontation entre deux sélections que personne ne s'attend à voir soulever le trophée, mais qui ont pourtant de solides arguments et de l'ambition. Autre affiche de la journée, les Pharaons qui seront face aux Léopards, qualifiés dans le tableau final après une phase de groupe très poussive. L'Égypte sera donc opposée à la République démocratique du Congo, également peu convaincante ce soir, en huitième de finale à partir de 21h au stade Laurent Pokou à San Pedro. Et puis de son côté, le Nigeria a tranquillement disposé du Cameroun hier avec 2-0. Les Super Eagles se seront donc opposés à l'Angola en quart de finale. C'est ça la beauté de la CAN. Et on termine avec ces larges panaches de fumée qui se sont élevés samedi dans le ciel au-dessus du Cap en Afrique du Sud après qu'un incendie se soit déclaré à Table Mountain. Les pompiers ont été vus s'attaquer à l'incendie avec des hélicoptères larguant de l'eau d'en haut pour tenter d'atteindre les flammes. Aucune victime n'est à déplorer. Et puis cette information de dernière minute avant de se quitter, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf vient d'atterrir à Rome pour y représenter le président Abdelmadjid Tebboune au forum Italie-Afrique. Voilà, c'est donc avec cette information qu'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.